Au début, je pensais que ce serait une simple mise à jour du Horizon Pro, mais XGIMI a décidé de frapper très fort avec son nouveau projecteur. Bienvenue sur AviExpress pour le test du XGIMI Horizon Ultra. Et ça commence par ce design extrêmement réussi qui sort des codes des projecteurs classiques comme sur la génération Pro. Et je tiens le Pro en très grande estime puisque j'en suis utilisateur personnel tous les jours depuis plus d'1 an. Mais là, sous ces aspects un peu cubiques, ce sont les matériaux qui interpellent. Alors le revêtement situé en face avant est assez classique. On est sur du tissu amovible, je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne. Mais c'est le revêtement des autres faces qui interpelle en simili-cuir beige. C'est beau, c'est chic, ils ont vraiment assuré en matière de design. L'ensemble est rehaussé par une armature dorée qui semble être d'un seul tenant. Et le petit plus, c'est cet effet de libération de l'optique par coulisse vers le bas du capot que vous avez sur la partie avant. Alors normalement c'est fait en mécanique, là je le fais au doigt. Ça crée tout simplement un des plus beaux projecteurs que j'ai vu jusqu'ici. Au niveau des cotes, on est sur du 22 cm par 17-26 de profondeur et 5 kg de projecteur que vous allez bien sûr pouvoir positionner sur revêtement plat sans l'endommager grâce au petit caoutchouc que vous avez ici ou ailleurs grâce au pas de vis 6 mm. La marque frappe déjà fort en matière de design, mais ce sont sur les technologies embarquées où là, elle est en train de créer un gap avec la concurrence. Si au niveau du bloc optique, on retrouve la désormais très classique puce Texas Instruments DMD 047 qui permet d'envoyer de la 4K par traitement XPR. Oui, je réalise que j'ai peut-être parlé chinois pour certains d'entre vous. La 4K par traitement XPR signifie que la puce développée par Texas Instruments fonctionne à la base en Full HD, mais 240 images par seconde, et elle va envoyer cette image en Full HD à 4 endroits différents à une vitesse telle que votre œil ne le verra pas, reconstituant une véritable image 4K. C'est celle que vous allez voir sur la surface de projection que vous choisirez. Et cette notion de surface de projection va être extrêmement intéressante parce que vous choisissiez une toile, de l'acrylique blanc. Autrement dit, si vous projetez sur mur rose, l'image ne devrait pas être rosée pour autant, et notamment les blancs. Il s'agirait aussi, selon la marque, du premier projecteur à longue focale intégrant la technologie Dolby Vision. Des couleurs plus proches de l'œuvre originale, des détails même dans les scènes sombres, et même un surcroît de luminosité par rapport à la génération Pro qui était à 2200 lumens, la version Ultra passe à 2300. Voilà quelques standards requis pour avoir le grade Dolby Vision, et ce qui va permettre d'atteindre ce grade, c'est le Dual Light notamment. Il s'agit en quelque sorte de combiner le meilleur des deux mondes entre une source lumineuse LED classique qu'on va retrouver dans la plupart des projecteurs, très confortable au niveau visuel avec un bon niveau de fidélité des couleurs, et une source laser. Le laser va permettre d'accroître la luminosité à un niveau qui jusqu'ici est difficilement atteignable par des sources LED, mais aussi accroître la précision des couleurs et la netteté. Et je vous cite à la volée quelques autres technologies qui ont été implémentées à l'intérieur et qu'on aura l'occasion de tester, de vérifier en live ensemble à l'intérieur de cette vidéo, comme par exemple l'ajustement de la luminosité et du contraste, l'ajustement des couleurs, la possibilité de zoomer, dézoomer de manière totalement automatisée, d'esquiver un objet se trouvant sur la trajectoire de projection. Ajoutez à cela bien sûr l'autofocus, la correction trapézoïdale, mais il y a une technologie qui me manquait réellement, moi qui utilise le projecteur à la fois de jour et de nuit, mais personnellement essentiellement de nuit, c'était l'adaptation de la luminosité par rapport à la lumière ambiante de nuit. Il n'y a pas besoin d'envoyer 2200 lumens évidemment, ça flash quand même pas mal dans les yeux. Là, le niveau de luminosité va s'adapter à la période de la journée, ça c'est cool. Au niveau des ports, c'est très complet. Vous avez bien sûr une entrée LAN pour pouvoir brancher le projecteur directement sur une prise Ethernet. Vous avez de l'USB 2 à ce niveau-là. Vous avez de l'HDMI, dont de l'HDMI ARC, c'est du 60 Hz. De l'optique et puis une jack. Au niveau du son, on retrouve un partenariat traditionnel de chez XGIMI qui fonctionne très bien avec Harman Kardon et deux enceintes 2 voix situées en face avant du projecteur de 12 watts chacune. Je n'ai fait qu'effleurer l'éventail des technologies implémentées à l'intérieur de ce projecteur. J'aurais pu vous parler de la présence d'Android TV, de décodage DTS et Dolby Digital pour la partie audio. C'est assez énorme, on est très loin d'une simple mise à jour. C'est une véritable nouveauté que j'ai hâte de vous montrer. Allez, c'est parti pour le test. L'occasion pour moi de sortir mon écran spécialisé. Vous allez voir, ça va être assez riche. On va notamment effectuer une petite comparaison avec le Horizon Pro sur des supports différents. Donc là, vous avez le support spécialisé, mais j'ai aussi fait des tests sur mur acrylique blanc et sur mur acrylique coloré. Il faudra juste pardonner à ma caméra et au recul que j'ai à l'intérieur de la pièce. Il m'est difficile d'avoir une image parfaite par rapport à ce que moi je vois. Bien sûr, ce que vous allez voir sera amoindri en qualité. Et le premier test qu'on va effectuer se fera à l'intérieur d'une pièce éclairée. Il est 9 h du matin, il n'y a pas de grosse concurrence du soleil. Par contre, il fait parfaitement jour, on est fin août. C'est parti pour l'allumage du projecteur, ça le fait toujours, le petit slide vers le bas de la glissière. Et la première chose que le projecteur va faire,
c'est s'adapter au support sur lequel vous allez projeter. Donc là, par exemple, ma toile avec un cropping réalisé au zoom optique et une correction trapézoïdale pour obtenir une image parfaitement rectangulaire. Dans ce cadre-là, vous pouvez vous apercevoir que le cropping a été particulièrement généreux, un petit peu trop. Comprenez que la taille de l'image a été pas mal amoindrie par rapport aux 110 pouces du support. Après, tout est affaire de positionnement. Si vous vous mettez bien à l'aplomb par rapport au mur, vous aurez une taille d'image mécaniquement plus grande. Si vous vous mettez relativement loin, en tout cas si vous avez une correction trapézoïdale assez élevée, l'image fera un peu plus timbre-poste. Ça, c'est juste de la mécanique. Pour prendre les constantes de base du projecteur tel que je le fais habituellement, on a ici un projecteur extrêmement silencieux avec une télécommande qui répond super bien et une projection, alors qui ne peut pas encore réellement se faire du de jour. Il est difficile de concurrencer la lumière du soleil malheureusement. Il faudra un minimum de pénombre pour avoir une belle image, en tout cas une image exploitable. Je tiens à préciser qu'il y a 4 sources lumineuses assez grandes à l'intérieur de mon salon. Ceci explique cela aussi. Et voilà ce que ça donne une fois l'image réglée convenablement et je vous propose de commencer cette vidéo, ce test, par un rendez-vous avec Lisa. Certains d'entre vous auront reconnu une réplique, alors j'irai pas jusqu'à dire culte, mais en tout cas du film Un prince à New York. Lisa, c'est un ensemble de paramètres que vous allez pouvoir modifier et qui vont ajuster la teinte de l'image, la colorimétrie, la luminosité, adapter tout ça à votre environnement spécifique. Et comme vous allez vous apercevoir dans cette vidéo, j'ai mis les deux projecteurs côte à côte pour vous montrer les différences de menus qu'on peut avoir entre les deux. Effectivement, il y a beaucoup plus de menus à l'intérieur de cette nouvelle génération Ultra par rapport au Pro. Vous avez ici l'adaptation à l'environnement qui va ajouter en plus de l'adaptation à la luminosité ambiante, l'adaptation des couleurs. Ça, c'est plutôt sympa. Niveau luminosité, pour pouvoir comparer les deux projecteurs ensemble, j'ai fait décroître la luminosité à 4 pour obtenir quelque chose qui soit proche de la version Pro. Vous allez voir, il y a de véritables écarts. On montrera ça tout à l'heure ensemble. Vous avez l'accès aux différents modes de couleurs avec la possibilité, bien sûr, de les personnaliser si jamais vous le souhaitez. Je vais rester en mode vif. Moi, j'aime bien, mais on fera des petites teintes cinéma tout à l'heure aussi, histoire de vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est les nouveautés. L'espace colorimétrique, la possibilité, alors d'activer, si vous n'êtes pas un professionnel du réglage, le DCI P3 ou le Rec 709. Bien sûr, on l'a vu, les paramètres de correction trapézoïdale en règle générale sur automatique. Le zoom optique, plus sympa que la version zoom numérique, évidemment. Même si le zoom numérique en lui-même ne démérite pas, le zoom numérique, ça reste une dégradation de l'image. Vous n'avez plus de la véritable 4K lorsque vous utilisez un zoom numérique. Lorsque vous utilisez un zoom optique, jusqu'à un certain niveau, comme vous pouvez le voir ici, on a une image qui n'est pas dégradée en matière de qualité. Après, on passe sur la partie numérique, évidemment. Paramètres de mise au point, évidemment, vous allez pouvoir faire le focus au démarrage, le focus en cas de mouvement du projecteur éventuellement. Vous allez pouvoir retourner le projecteur, le mettre au plafond si jamais vous le souhaitez. Vous avez tout un tas de paramétrages supplémentaires disponibles ici. Mais là, ce qui va nous intéresser essentiellement, c'est ISA 3.0. Donc l'ISA 3.0, ISA 3.0 regroupe un ensemble de technologies comme par exemple la détection d'une personne qui viendrait positionner devant l'écran en amoindrissant la puissance lumineuse pour protéger ses yeux. Mais aussi la détection d'obstacles. Regardez, si je me positionne devant le projecteur, je réalise un obstacle pour l'image. Le projecteur va automatiquement réduire la taille de l'image pour m'éviter. Ça, je l'utilise quasiment tous les jours à l'intérieur de ma chambre. L'ISA 3.0, c'est bien sûr aussi l'autofocus, la correction trapézoïdale et remettre l'image d'aplomb par rapport au sol. Là, regardez, elle est légèrement décalée sur un côté. Elle était plutôt en diagonale et l'image a été remise véritablement parfaitement. L'ISA 3.0, c'est aussi une technologie qui m'a été un peu plus difficile à appréhender sur la partie adaptation des couleurs, de la colorimétrie du projecteur à la couleur du mur sur laquelle vous allez projeter. J'ai pas beaucoup de murs de couleur à l'intérieur de mon domicile. J'ai un mur rose dans la chambre de ma fille sur lequel j'ai positionné les deux projecteurs, le Horizon Pro et le Horizon Ultra côte à côte, mais ayant des difficultés quand même à les régler à isopérimètre. Ils ont chacun une colorimétrie différente de base, des niveaux de luminosité différents de base. Il est assez difficile de voir la progression dans ce domaine-là. Dans l'absolu, je les crois sur parole. C'est juste que là, dans mon cadre de mes tests, ça a été un peu compliqué à faire. En tout cas, lorsqu'on positionne les projecteurs côte à côte, la différence saute véritablement aux yeux entre la version Ultra et la version Pro. Le surcroît de luminosité est ultra palpable dans la version Ultra. On a aussi des contrastes infiniment mieux définis. Vous avez des zones sombres qui sont invisibles lorsque vous utilisez le Horizon Pro, qui se révèlent lorsque vous utilisez la version Ultra. Et cette meilleure gestion des contrastes et de la luminosité amène aussi mécaniquement d'une certaine manière à une meilleure gestion des couleurs qui sont dans de nombreux cas révélées
Alors comme vous pouvez le voir à l'intérieur de cette vidéo, c'est assez difficile à vous montrer, parce qu'encore une fois, on a des périmètres sensiblement différents entre les deux projecteurs, mais dans l'absolu, ça saute quand même aux yeux. L'ISA 3.0 est donc une dénomination commerciale, évidemment, qui regroupe un ensemble de technologies dont certaines existaient déjà au préalable, mais effectivement, il faut avouer, il marche vraiment super bien à l'intérieur de cette nouvelle génération XGIMI, comme les anciennes technologies ISA 2.0 fonctionnaient très bien d'ailleurs à l'intérieur des anciens projecteurs. Là, on va se lancer une petite vidéo de test. Déjà, même avec la retranscription par ma caméra, vous allez me dire c'est beau. Je vois mal comment il pourrait en être autrement. La visibilité des détails, même là en contre-jour, absolument génial. Sur la génération Pro, vous avez la face ombrée de cette pyramide qui est beaucoup plus noire, alors qu'ici les détails sont beaucoup mieux définis. Et encore, je ne me suis pas mis au niveau élevé en luminosité. Il faut que je fasse attention à ma caméra, à la manière dont je vous retranscris l'image aussi. Ma caméra a ses propres limites malheureusement. Et j'essaye de vous trouver toujours les meilleurs réglages, en tout cas les plus flatteurs par rapport à ce que moi je peux voir. C'est beau, c'est très beau. On va déjà commencer par cette étape-là. Le projecteur est extrêmement difficile à critiquer sur la partie imagerie. Il a pour objectif d'être au plus proche de la source lumineuse, de la source de projection de l'œuvre, on va dire, originale, avec un delta E qui devrait se situer autour de 1, qu'il m'est difficile de contrôler à cet instant précis. Mais c'est clair que par comparaison à la version Pro, la reproduction des couleurs est ici clairement améliorée. Le projecteur couvre 95,5% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Alors d'une certaine manière, je dirais qu'il serait dommage de s'en priver, même si vous allez pouvoir choisir des espaces colorimétriques différents. C'est d'ailleurs une nouvelle implémentation à l'intérieur de ce XGIMI Ultra, des menus déjà qui sont plus réactifs que sur la précédente génération. En règle générale, sur l'ancienne génération, lorsqu'il fallait que j'active ce genre de menu, il y avait un temps de latence d'au moins 2 secondes par rapport à celui-là. Ici, c'est quasi instantané, il y a une demi-seconde d'attente. Je vais pouvoir changer d'espace de couleur. Là, je me suis donc mis en espace Rec 709. Il ne faut pas vous mettre martel en tête. Les différences entre le DCI-P3 et le Rec 709 sont assez ténues. 709, c'est ce qui est utilisé, il me semble, sur YouTube majoritairement. Mais l'espace de couleur diffère relativement peu du DCI-P3, ça diffère sur le vert, sur le rouge, mais c'est quasi imperceptible à l'œil. Enfin, en tout cas, c'est assez difficile à voir. Le gamma va aussi être sensiblement différent. On est sur du 2.2 en 709 pour le DCI-P3. On va être sur du 2.4 et pour le REC 2020 que vous allez plutôt trouver en salle de cinéma, on va être sur du 2.6. Une des véritables différences entre cette génération cette génération Ultra et la génération Pro, c'est clairement le contraste qui a été amélioré. Alors, ça va dépendre des conditions dans lesquelles vous allez projeter, évidemment. Là, j'ai quand même pas mal de sources lumineuses encore à l'intérieur de la pièce, même en ayant baissé mes volets, qui fait que j'ai encore ce petit effet moiré. Mais on a des zones éclairées, par exemple là, par l'hippopotamus sur le bâtiment, qui sont beaucoup plus visibles. À l'époque, sur la version Pro, même si elle ne démérite pas, vous avez dans les zones sombres moins de détails que ce que vous aurez ici. Pardon, je ne peux pas positionner ma main devant, sinon elle est détectée. Il faudrait que je désactive ce paramètre-là. Vous avez beaucoup plus de détails dans les zones sombres et ça, c'est extrêmement agréable. C'est un des gros reproches qu'on peut faire aux projecteurs, notamment par rapport aux téléviseurs. La gestion des contrastes est totalement différente. Il ne faut pas vous attendre à voir la même chose. Là, face à ma caméra, il va être difficile de vous montrer les contrastes dans leurs plus grands détails. Je vais accroître la luminosité artificiellement. Je m'excuse pour la qualité d'image. Vous allez avoir du grain, mais ça va vous permettre de voir ce qui se passe sous les arcanes du pont, qui est invisible sur un projecteur bas de gamme, entrée de gamme, voire même amoindri sur une version Pro par rapport à ce que là vous avez directement à l'œil. C'est extrêmement flatteur, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, c'est le meilleur que j'ai pu tester dans cette gamme de prix jusqu'ici, mais très clairement. Je vous le dis à chacune de mes vidéos et ne l'oubliez pas parce que c'est très important, c'est ma caméra qui filme ce que vous voyez à cet instant précis. Elle a des limites en captation de lumière, elle a des limites au niveau des couleurs. Donc ce que vous voyez est amoindri clairement par rapport à ce que moi je vois. La qualité que vous aurez à la maison sera décuplée par rapport à ce que vous voyez à la caméra, même si j'essaie d'obtenir des réglages qui sont quand même assez sympas, assez flatteurs. Là, pour le coup, dans les espaces bien illuminés, comme c'est le cas là sur de la nature en extérieur, vous allez avoir un résultat assez proche de ce que vous voyez. Ce ne sera pas exactement les mêmes couleurs, évidemment. Ce sera plus beau sur la version que vous aurez à domicile, mais ça vous permet de commencer à vous projeter dans ce que vous verrez réellement. Et c'est beau, c'est très beau. Non, c'est sublime. Faut dire la vérité, c'est pas juste très beau, c'est sublime. Mais je parle pas des cochons qui se baignent dans l'eau, mais de ces surcroîts de luminosité qui va permettre
alors d'exploiter d'une certaine manière la HDR, en tout cas en fonction des contenus que vous allez utiliser, vous aurez des pics de luminosité. Je vais essayer de vous en mettre un d'ailleurs, je vais vous trouver un passage. J'aime beaucoup ce passage-là parce qu'il a des pics de luminosité assez précis, mouvants comme vous pouvez le voir, sur une zone relativement sombre, on est quand même sous la mer. On a des effets brillants sur les coraux de réfraction de lumière du soleil. On a des poissons qui parfois peuvent émettre des petites, des petites étincelles, mais en tout cas des petits éléments lumineux qui ne sont visibles que si vous avez un projecteur de très bonne qualité, c'est le cas ici. Je ne le cache pas, ce projecteur que j'utilise au quotidien dans ma chambre, c'est le Horizon Pro et là franchement, je suis clairement en train de me tâter. Ça m'embête, hein. Alors après, je peux toujours le revendre ou en faire autre chose. Mais j'avoue que là, d'avoir le Horizon Ultra face aux yeux, me donne clairement envie de le prendre, en tout cas à titre personnel. Et dites-vous que ce que vous regardez depuis tout à l'heure en matière de luminosité n'est même pas réglé à son maximum. Hop, je vais enlever l'adaptation voilà, à l'environnement, luminosité. Alors je pourrais me mettre en 10. Quand j'ai fait la comparaison avec la version Pro, il a fallu que je me mette en 4 pour obtenir un périmètre, on va dire, équivalent entre les deux. Maintenant, se mettre en 10 ne permettra pas de projeter de plein jour. Il faut toujours avoir un peu de pénombre. Pas forcément le noir complet, là, dans la maison, il fait pas totalement noir, mais il faut un peu de pénombre quand même. Mes conclusions, lorsque je parle d'évolution d'un projecteur, d'une télévision, sont rarement que la précédente génération est totalement dépassée. Et évidemment, la précédente génération Pro n'est pas totalement dépassée. Mais franchement, il donne clairement envie. Il est magnifique. En matière de pic de luminosité, il y a un véritable delta. En matière de reproduction des couleurs, il y a un véritable delta. En matière de contraste, il y a un véritable delta. Ce projecteur est une réussite totale en matière de qualité d'image. Allez, je vais vous présenter l'interface parce que vous la connaissez peut-être pas déjà. Moi, je l'utilise au quotidien. On est ici sur une version Android 11 avec tous les raffinements que vous allez pouvoir trouver dans un projecteur Android. Je ne vous montre pas tous les paramètres. Bien sûr, parce que ça prendrait trop de temps, vous allez pouvoir ajouter des accessoires en Bluetooth, que ce soit des kits externes ou du pilotage directement du projecteur. Il est possible de le piloter avec une manette de console de jeux vidéo. Vous avez ici l'accès à votre réseau sur les bandes 2,4 et 5 GHz. Ça, c'est cool, notamment si vous avez des films en 4K positionnés sur un NAS ou tout simplement pour du streaming, on va dire, de haute volée avec des débits assez élevés. Vous allez pouvoir installer pas mal d'applications. Donc là, moi, j'ai mis Prime Video, YouTube essentiellement, MX Player. J'ai VLC aussi qui nous permettra de voir tout à l'heure ce que donne le streaming depuis mon NAS et on va commencer le streaming par Molotov. Allez, on va se faire le test en live. Donc j'ai la fibre à la maison, le préchargement se fait bien sûr à l'aide de la puissance projecteur lui-même, mais aussi bien sûr si vous avez une connexion correcte à la maison. Donc normalement vous avez un préchargement de la vidéo qui est effectué en basse définition, puis un chargement en Full HD. Ça va super vite. Bon, la thématique d'aujourd'hui est quand même assez sérieuse dans les maternelles. Prime Video, même combat. Alors, il est à noter que pour une question de droit d'auteur, je ne peux pas vous montrer grand-chose, mais le préchargement est assez rapide. On se le fait en live, histoire de vous montrer ce que ça donne. Ça dépend bien sûr des serveurs. Et on va s'arrêter là, encore une fois, pour les droits d'auteur. Vous allez bien sûr retrouver MyCanal, vous allez trouver Apple TV, vous allez trouver pas mal d'applications accessibles directement depuis le Play Store. Alors, c'est le même concept, hein, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y en a tellement, mais bon, la plupart, vous les avez vus. Sinon, il y a un bon nombre d'applications qui sont plutôt destinées à un public international. Celle que vous n'avez pas vue jusqu'ici, c'est Netflix. Alors, pour l'installer, il faut aller dans le Play Store et prendre Desktop Launcher. Donc, j'ai baissé l'ISO, de ma caméra pour avoir un écran peut-être un petit peu moins en surbrillance par rapport à ce que vous avez vu jusqu'ici. Toujours difficile de trouver les bons réglages. Et voilà, donc je vais mettre installer Netflix. Normalement, la procédure est assez simple. Encore une fois, je vous le dis, il est difficile toujours d'avoir les bons réglages d'image avec la caméra. Donc désolé si vous avez une image un peu plus brillante avant qu'elle ne l'est maintenant. Ça n'a rien à voir avec le projecteur lui-même. C'est uniquement lié à ma caméra. Et me voilà identifié à Netflix, sachant qu'il m'a ouvert une interface de base qui me proposait de rentrer mon identifiant mot de passe, sur laquelle je me suis fait recaler. Avec un QR code, tout ça, ça a marché. Mais je me suis fait recaler, donc j'ai trouvé un peu bizarre cette interface-là. On n'est pas dans l'univers du Netflix propre tel qu'on peut le télécharger habituellement, toujours est-il que ça fonctionne. Là où sur ma version Pro, il faudrait peut-être que je modifie le système, c'est une souris qui apparaît à l'écran, donc c'est pas génial du tout. Là, ça y est, je peux sélectionner sans aucun problème, c'est beaucoup plus agréable. Encore une fois, pour une question de droit d'auteur, je ne peux pas vous montrer grand-chose, mais je vous rassure, Netflix fonctionne. Voilà, c'est tout ce que vous verrez. En demi-mot, j'ai une petite crainte de tentative de phishing là-dessus. Allez, on va faire du VLC et voir les capacités de décodage du projecteur via mon réseau local. Comme d'hab, on commence à la cool avec un fichier en Full HD, encapsulé en MKV, encodé en H264, fichier de 18 Go.
qui tourne sans aucun problème, mais ça c'était l'évidence. Cette fois c'est beaucoup plus costaud, je ne peux pas vous montrer grand chose en matière d'image pour une question de droit d'auteur. On est cette fois-ci sur de la 4K, fichier de 64 Go encapsulé en MKV encodé en H265 et ça tourne nickel aussi. Allez, passons maintenant à la PlayStation numéro 5 et cette grande question, allez-vous pouvoir jouer aux jeux vidéo à l'aide d'une console? Y aura-t-il de l'input lag? Alors déjà, il faut savoir que moi, je joue exclusivement sur projecteur. En règle générale, je joue sur un UST, sur un courte focale. Là, pour le coup, je vais jouer avec le XGIMI et franchement, c'est top. Alors, on n'est pas sur une télé... mince. Bon bref, c'est pas moi qui vais vous faire une démo maintenant. On n'est pas sur du 120 Hz évidemment, ce qui serait top avec une PlayStation. On est ici sur de la 4K en 60 Hz. Mais c'est plus que largement suffisant pour jouer dans de bonnes conditions. Il n'y a aucun input lag. Lorsque j'effectue un mouvement avec la manette, lorsque j'appuie sur un bouton, la répercussion est absolument immédiate. C'est ce que je voulais tester avec ce jeu, en plus de vous montrer quelques belles images d'une certaine manière. L'objectif, c'était surtout de voir s'il allait y avoir un temps de latence entre les actions que je réalise et leurs répercussions à l'écran. C'est pas du tout le cas. Au niveau du son, ça envoie du lourd. C'est clairement un des meilleurs projecteurs que j'ai pu voir jusqu'ici. Je vous coupe l'image volontairement pour une question de droit d'auteur. Le projecteur en lui-même, la caisse, agit véritablement comme un caisson de résonance. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a de la grosse basse, mais en tout cas, il y a du gros son, il y a du bon son, il y a véritablement possibilité de se faire plaisir. Je vous fais entendre pendant une fraction de seconde les charges soniques de Star Wars. Ah ouais, c'est précis, il y a de l'ampleur, c'est bon, c'est très bon. C'est un pur bonheur pour les oreilles ce projecteur. Je vous fais écouter quelques secondes de Pachelbel. Ce qu'on pourrait attendre de plus, c'est des fonctions de spatialisation du son, voire même une stéréo un peu plus marquée que ce qui est ici. XGIMI ou XGIMI a décidé de frapper un grand coup avec ce Horizon Ultra qui n'est pas une simple mise à jour de la précédente génération. Il a des technologies qui font véritablement la différence, qui personnellement m'ont fait clairement saliver. Je pense que vous l'avez ressenti à l'intérieur de cette vidéo. J'ai pas accès à tout ce qui se fait en matière de concurrence, mais il va faire mal à la concurrence, c'est certain. Je m'attendais pas à des différences aussi marquées par rapport à la précédente génération, commençant par le design beaucoup plus sympa tel qu'il a été réalisé aujourd'hui. À la limite, l'interface reste à peu près la même, mais il est plus rapide. Visiblement, il a été aussi amélioré en matière de puissance. C'est vrai que le mien commence à accuser le coup, il a quand même pas mal d'années, donc il est peut-être un peu plus engorgé aussi, mais la fluidité dans la navigation, dans les menus, est beaucoup plus marquée ici sur la génération Ultra par rapport à la version Pro. L'image est plus belle, plus précise, les couleurs mieux définies, les contrastes clairement accentués encore une fois par rapport à la précédente génération. L'ISA 3.0 apporte un peu par rapport à la précédente, en adaptation encore une fois par rapport aux couleurs sur le mur, même s'il est très difficile d'aller contrôler, d'aller vérifier ces différents écarts, ces différentes subtilités pour moi dans l'environnement dans lequel j'évolue, qui a ses limites évidemment. On peut noter clairement des améliorations aussi de ce côté-là. Le son est très très propre, même s'il ne remplace pas un kit dédié. Le partenariat avec Harman Kardon porte une nouvelle fois ses fruits, si ce n'est la spatialisation qui aurait pu être un ajout assez cool sur ce projecteur ou une définition un peu meilleure de la stéréo, le son est vraiment très bon. Vous allez pouvoir jouer aussi avec ce projecteur, même si c'est pas une nouveauté, l'input lag est extrêmement réduit dès que vous effectuez une action. Alors sur la PlayStation 5, j'ai pas testé tous les types de consoles et tous les supports, mais dès que vous effectuez une action, la répercussion est immédiate à l'écran. Voilà, ils ont clairement monté d'un cran par rapport à la précédente génération, voire même de 2 crans sur les technologies d'affichage. C'est le meilleur projecteur que j'ai pu tester ici dans la gamme longue focale. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est important pour moi. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous avez le lien pour aller voir son tarif directement dans la description et pouvoir le comparer avec un Horizon Pro qui ne démérite clairement pas. Avoir la chance déjà d'avoir un Horizon Pro à la maison, voire d'un Horizon en 1080p en Full HD. C'est déjà un certain bonheur. Je ne sais pas si les technologies équivalentes vont sortir dans la version 1080p, s'il y aura une mise à jour de l'Horizon en Full HD qui sera proposée par XGIMI. Pourquoi pas, ça peut être cool, ça peut être effectivement un plus, surtout d'exploiter ce genre de technologie. Donc allez voir, je vous mets les liens pour aller voir les tarifs de ces projecteurs, pour aller voir les tests aussi que j'en ai réalisés.
c'est un vrai bonheur, tout simplement. Voilà. Je pense que ça se voit, ça se lit sur mon visage. J'ai la chance de pouvoir tester ce genre de truc et j'ai clairement kiffé. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo encore une fois. Si vous avez des messages, des commentaires, vous pouvez me les laisser directement dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!